La K-pop est une industrie qui a réussi à dominer le monde au fur et à mesure des années, que ce soit par son style assez particulier, ses chansons efficaces et bien sûr la beauté des artistes. Forcément, au départ, c'était extrêmement populaire en Asie. Nous avions d'ailleurs de plus en plus de K-pop idols qui venaient de plusieurs pays d'Asie et qui n'étaient plus seulement coréens. Et au fur et à mesure du temps, ils ont fini par faire rêver de nombreux jeunes à travers le monde et donc de nombreux occidentaux. De ce fait, beaucoup d'entre eux eu envie de pouvoir débuter dans cette industrie. Certains ont réussi à le faire, mais c'était dans des agences beaucoup trop petites pour qu'on s'en rappelle. Et d'autres ont réussi à marquer, mais pas forcément de la meilleure des façons. Et on parlera justement d'un de ces cas aujourd'hui. Il n'empêche que depuis, au fur et à mesure du temps, de plus en plus de pays commencent à s'inspirer de la K-pop. Par exemple, en France, nous avons le groupe Starseed qui s'inspire énormément de l'univers K-pop, que ce soit musicalement, mais également visuellement. Nous avons également maintenant des agences de K-pop qui produisent eux-mêmes leur groupe pop, mais sous l'inspiration K-pop pour attirer de plus en plus de monde et continuer à faire rêver et à donner envie aux gens de pouvoir s'introduire dans cet univers. Mais comme je l'ai dit, il y a certaines personnes qui l'ont fait il y a quelques années et qui malheureusement n'ont pas eu le même accueil qu'on l'accueille aujourd'hui de groupes tels que Katseye, Vicha ou bien encore Deralis. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une d'entre elles qui a un peu aidé à faire en sorte que les K-pop idols puissent être d'une autre origine que des personnes asiatiques. Asiatiques comme on l'entend, c'est-à-dire Asie de l'Est. Et aujourd'hui, on va parler du coup de Lana. Lana, de son vrai nom Yudina Svetlana Dimitrievna, est née le 23 novembre 1996 à Poronaïsk, sur l'île des Sakhalines en Russie. Son père est de l'ethnie tartare, ce qui va expliquer d'ailleurs ses traits asiatique comme on l'entend et qui vont lui être pas mal reprochés quelques temps plus tard. Elle dira que lorsqu'elle vivait en Russie, elle n'était pas forcément comme tout le monde et de ce fait, elle ne se voyait pas du tout un jour faire une chirurgie esthétique pour ressembler à une personne asiatique. Aujourd'hui, ça peut paraître peut-être étrange de le dire dans ce sens-là, mais c'est vrai que beaucoup de personnes aiment les traits asiatiques et auraient envie de ressembler à certaines K-pop idols, mais ce n'était pas forcément le cas de Lana. Elle a grandi en Russie, les personnes russes ont vraiment l'image qu'on se fait en tête, peut-être un peu roux, un peu blond, les yeux clairs, etc. Et c'est vrai qu'elle a au contraire des traits beaucoup plus proches d'une personne coréenne, japonaise, chinoise que d'une personne russe comme on l'entend. Et elle disait que si jamais elle devait faire de la chirurgie esthétique, elle aurait plutôt tout fait pour ressembler à une russe que du moins à une asiatique. C'est ce qu'elle racontera du coup dans une interview en 2024. Malgré tout ça, Lana, elle sera passionnée de danse et elle va commencer très jeune au point où elle pourra étudier à la Russian Academy of Arts. Lorsqu'elle sera adolescente, elle va tomber sur le drama Boys Over Flower qui va lui ouvrir une nouvelle voie, une nouvelle passion et elle va tomber en pamoison pour la Corée du Sud ainsi que pour la langue coréenne. Elle partira du coup étudier la langue coréenne pendant 1 an en Corée du Sud lorsqu'elle n'a que 17 ans et par la suite elle va entrer à la Sungkyunkwan University de Séoul où elle étudiera les sciences politiques et la diplomatie. Même si elle a cette passion pour la diplomatie et la politique et aimerait rester dans ça, elle va tout de même continuer à penser à l'art car on rappelle que Lana a commencé la danse très jeune et elle a envie de pouvoir poursuivre et c'est comme ça du coup qu'elle va rentrer dans l'agence True Entertainment en 2016 et elle va commencer à s'entraîner. Elle racontera qu'elle s'entraînera en réalité toute seule pendant 2 ans et finalement l'agence ne saura pas trop quoi faire d'elle pendant ce temps-là et finalement ce sera l'agence IECC en 2018 qui va la recruter et qui pensera du coup à la faire débuter. Nous nous retrouvons du coup en 2019. Lana racontera d'ailleurs comment ça se passera dans cette agence avec le staff qui était assez particulier et surtout la personne à la tête de cette agence qui, selon elle, était une personne perverse, narcissique. Je précise que ce sont ces termes dans la même interview qu'elle a fait en 2024. Et elle dira qu'initialement, les groupes masculins rapportent bien plus et cette agence-là avait plus en tête de faire débuter des groupes masculins pour être rentable plutôt que des groupes féminins. Mais elle, initialement, elle aurait aimé faire partie d'un groupe, mais ça coûterait beaucoup trop cher et ça a peu de chances de fonctionner par rapport à des groupes masculins.
Et c'est comme ça que justement son profil de femme russe en tant que trainee va commencer à faire parler sur les réseaux sociaux et l'agence va se dire bah écoutez, banco, ça nous coûtera moins cher de la faire débuter en solo et le fait qu'elle soit russe peut rapporter des vues. Et c'est comme ça qu'ils iront voir Lana un mois avant ses débuts, lui dire bah écoute, tu débutes dans un mois. Ok. À savoir que généralement les débuts ne se font pas en un mois, ils se font parfois en 5 mois, c'est-à-dire qu'il y a une grande préparation, que ce soit de la danse, du chant, faire les MV, faire les photos teasers, bref, ça prend beaucoup de temps de préparer des débuts. Mais eux, d'un coup, ils se sont dit, allez, tu débutes le mois prochain. Et c'est comme ça qu'elle débutera le 27 juin 2019 avec le titre Take the Wheel. Let your body take the wheel. Ces débuts vont beaucoup attirer l'attention des fans de K-pop étrangers et on aurait très bien pu penser que, en tant que fan de K-pop étranger, on serait extrêmement content de voir une femme russe qui pourrait représenter justement un peu plus l'Occident comme on l'entend. Et on l'encouragerait, sauf que ce ne fut pas le cas. D'ailleurs, quand son profil en tant que trainee va sortir sur les réseaux sociaux, elle va se prendre une première vague de haine sur Twitter. Et d'ailleurs, elle-même, elle dira qu'elle est allée sur Twitter, mais bon, elle savait pas trop l'utiliser, donc elle remercie son incapacité à utiliser Twitter parce que du coup, elle n'a pas tout vu, mais elle a vu énormément de tweets négatifs, insultants envers elle, et lorsqu'elle va débuter, ça va exploser. Si vous alliez sous son MV Take the Wheel et que vous regardiez les commentaires, tous l'insultaient, on la traitait de coréabou, et pour les personnes qui ne se rappellent pas trop c'est quoi la définition de coréabou, parce que c'est quand même le terme qui est le plus utilisé par certains fans de K-pop pour pouvoir insulter d'autres personnes. Initialement, une personne qui est coréabou, c'est quelqu'un qui est passionné par la Corée au point de vouloir renier sa culture, de renier ses origines et de devenir coréenne. Voilà, c'est quelqu'un qui ne se sent même plus, par exemple, française, américaine ou peu importe. Cette personne dira qu'elle est coréenne, elle va se trouver un nom coréen, elle va se maquiller d'une manière pour devenir la plus ambiguë possible, pourra même faire de la chirurgie esthétique pour devenir coréenne. Donc une coréabou, c'est vraiment cette espèce d'obsession au point de totalement effacer son identité. Sauf que Lana n'a jamais dit qu'elle n'était coréenne, elle n'a jamais dit qu'elle avait des origines coréennes. Elle a des origines tartares, et on rappelle que les tartares, du coup, c'est une ethnie asiatique. Donc forcément, elle aura des traits asiatiques et elle les a pris de son père. Elle n'a jamais fait de la chirurgie esthétique, mais elle a été accusée de ça, d'avoir essayé de faire tout son possible pour ressembler à une coréenne, de rentrer dans les standards de beauté coréenne, et ils vont insulter Lana énormément sous son MV. Forcément, les fans russes qui étaient très contents d'avoir une russe qui les représente sur la scène K-pop vont la défendre et vont également avoir des propos qui pourraient être des plus injurieux, parfois xénophobes, et même les Américains, parce que souvent elle va le préciser dans son interview de 2024, que c'était surtout des Américains qui lui crachaient dessus et qui l'insultaient et qui avaient des propos du coup racistes et xénophobes à son égard. Il faut savoir que la chose qui va un peu enflammer la toile, parce que déjà il y avait juste son origine, son ethnie qui posait problème pour certains fans, ce qui va le plus enflammer la flamme, c'est que le staff qui sera derrière la chaîne YouTube de Lana, parce que oui, ce n'est pas Lana qui décidait de ce qu'elle voulait poster sur la chaîne, c'était le staff. Et bien le staff ne parlait pas un traître mot d'anglais. Voilà, il comprenait rien, et du coup ce qu'il faisait, il likait tous les commentaires. Donc forcément, en likant des commentaires qui pouvaient être insultants, voire même parfois racistes, ça a donné cette image de Lana qui était, selon les gens, raciste. Voilà. Donc ses débuts n'ont pas été des plus simples. À peine d'ailleurs elle avait débuté, en quelques semaines, la personne à la tête de ICC Entertainment serait venue la voir pour lui dire « Écoute ma belle, tu rapportes rien ». Alors qu'en réalité, en termes de promotion, c'était assez light, ce qui expliquait justement que ça marchait pas trop. En plus, il y avait toutes ces polémiques de la part des Occidentaux qui ne la soutenaient absolument pas. Et du côté coréen, elle n'intéressait pas plus que ça. Elle était jolie et les Coréens, eux, ils s'en fichent en réalité que tu sois coréen ou pas. En réalité, les étrangers, ils les accueillent relativement bien. Ils n'ont aucun problème avec ça. Et comme elle a dit, elle-même ne s'attendait pas à autant de haine de la part de personnes occidentales. Elle pensait au contraire que ce seraient les Coréens qui la rejetteraient le plus. Mais pas du tout. Au contraire, c'était ceux qu'elle pensait qui la soutiendraient et qui lui permettraient d'avancer dans sa carrière qui l'ont plus descendue. Du coup, l'agence va énormément réfléchir à est-ce qu'on la fait revenir sur le devant de la scène ou pas. Elle va le dire qu'elle avait envie de comeback, mais
Le staff était pas trop, à un moment donné, la personne à la tête de l'agence disait ouais, on va te faire revenir. Finalement, ils vont dire finalement pas trop parce que bon, tu rapportes pas tellement. Enfin bref, ça va être compliqué, mais finalement, le 10 décembre 2019, elle reviendra avec le titre Make It Real. Make it real. Dans lequel elle va répondre en fait à tous les haineux. Elle va répondre sur la polémique de Kuriabu et elle va répondre sur plein d'autres polémiques pour pouvoir justement s'exprimer. Et elle va s'exprimer avec l'art parce que c'est ce qui la passionnera toujours. En 2020, son agence va décider de l'envoyer en Chine. Je précise qu'elle n'avait toujours pas son mot à dire. Son agence l'enverra en Chine pour qu'elle participe au survival show Produce Camp 2020, qui est donc la version chinoise de Produce 101. Elle va participer et sera éliminée à la 22e place durant le 9e épisode. Donc pour vous dire que Lana va réussir à capter l'attention, à montrer son travail acharné et à avoir son public. L'agence va continuer à la pousser car elle participera à un autre survival show en novembre 2019 du nom de Bravo Youngster, dans laquelle elle va également avoir d'autres performances. Et cette même année, elle sortira le titre Tok Tok en chinois. Donc c'est un titre qui sera beaucoup dans l'air du temps car on retrouve l'EDM. Et c'est vrai que l'EDM c'est quelque chose qui était énormément utilisé durant la 4e génération de la K-pop. Soyons full honnêtes, de 2018 à environ 2023, la chose qui marchait le plus chez les artistes féminines c'était l'EDM. Malheureusement pour moi, qui n'était pas une très grande fan de l'EDM, mais honnêtement Tok Tok est quand même pas mal, très dans l'air du temps. Elle rappe bien, elle a vraiment son style et elle arrive à gérer le chinois. Même si je trouve que parfois son chant est assez faible et même elle va reconnaître qu'en termes de chant, elle aurait aimé avoir peut-être un peu plus de training de la part de l'agence. Il n'empêche qu'elle réussit à peu près se débrouiller. Finalement, Lana va revenir en Corée du Sud et va attendre que son agence veuille bien la faire revenir sur le devant de la scène. Elle va travailler, elle va produire elle-même une chanson et elle va énormément pousser pour qu'on l'écoute car depuis son retour de la Chine, elle n'est plus la même. Elle le dira, en fait, ça va lui donner une espèce de confiance en elle qu'elle n'avait pas avant car lorsque tu es trainee, et elle l'explique d'ailleurs toujours dans cette même interview que je vous invite fortement à aller regarder parce qu'elle donne vraiment son avis sur tout et même sur l'industrie, mais elle dira lorsque vous êtes trainee, on vous apprend à fermer vos bouches et à faire ce qu'on vous dit de faire. Vous n'avez pas le droit de donner votre avis. Vous faites, on vous dit tu fais, tu fais. Il n'y a pas de débat possible, tu fais ce qu'on te demande de faire. Même si tu n'as pas envie, même si pour toi ce n'est pas bien, tu vas quand même le faire. Mais son retour de Chine va vraiment lui faire voir la vie d'artiste différemment et elle va beaucoup plus s'imposer. Et c'est comme ça que le 13 juillet 2021, elle va revenir avec le titre Flying in the Sky qui aura une vie assez pauvre. D'ailleurs c'est une chanson qu'elle va produire elle-même. Bon, c'est pas la meilleure chanson de Lana je trouve, là c'est vraiment mon avis en tant qu'auditrice, c'est pas sa meilleure chanson mais elle a vraiment voulu pousser et pouvoir revenir et il fallait en fait qu'elle fasse elle-même ses propres chansons parce que l'agence commençait déjà à l'abandonner. Ils n'ont pas su surfer sur sa popularité alors qu'elle prenait énormément de popularité en Chine et également auprès des Russes. Elle avait de quoi faire mais l'agence vraiment, ils savaient vraiment pas quoi faire du tout de Lana. Mais comme dit, elle a poussé, elle a sorti son titre en juillet 2021 et après le reste de 2021, plus rien sur la scène musicale. Il faudra attendre le 22 mars 2022 pour qu'elle sorte le son 222. D'ailleurs le titre il est vraiment bien, elle revient du coup sur du rap, une chanson un peu plus moderne et je trouve que ça lui va bien mieux. C'est sur ça en fait que l'agence aurait dû focus parce que vraiment c'est quelque chose qu'elle arrive à maîtriser je trouve à mon humble avis. D'ailleurs ça a été un de ses meilleurs titres. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, en juillet 2022, finalement, Lana va clôturer son contrat avec l'agence ICC Entertainment et elle va partir à la recherche d'une nouvelle agence. Comme dit, en partant de la Chine, elle voit les choses différemment. Elle n'est plus forcément pour l'industrie K-pop, en tout cas la manière dont les choses sont faites et la manière dont les artistes sont traités, car justement, il n'y a aucune humanité. Et elle va le reconnaître. C'est vraiment, tu es une espèce de chose et tu fais tout.
Sauf que elle, c'est pas ce qu'elle veut. Elle veut avoir cette liberté de créer parce que elle, c'est vraiment l'art qui la passionne initialement. Et elle veut trouver une agence qui serait prête à l'encourager et qui ne sera pas prête à la pousser au point de justement faire des choses qu'elle ne souhaite pas. Et du coup, elle va signer en 2023 avec l'agence de Wild Entertainment. Donc c'était l'agence de Sorn. Je sais plus si elle est toujours sous cette agence là au moment où je fais la vidéo. Je n'ai pas plus poussé du côté de Sorn car c'est une vidéo sur Lana. Donc je l'admets, je n'ai pas plus poussé. Mais elle va également du coup signer en 2023. Et ce sera en 2024, juillet 2024. Il y a vraiment un truc avec juillet, hein, Ilana. Je trouve qu'elle sort toujours ses titres en juillet. Donc c'est facile à retenir du coup. Mais elle va sortir le titre Circus. Donc il va être poussé du coup par l'agence Wild Entertainment. Cette même année, Lana sortira sa marque du nom de Milo, qui est une marque de vêtements, qui a du coup pour objectif de sublimer la beauté féminine tout en donnant du confort. Honnêtement, j'ai grave envie d'acheter ces sweats parce qu'ils ont l'air super confortables. Voilà, je vous le dis, moi ça me donne envie. Honnêtement, ça me donne envie. Lana, tu es une très bonne modèle, tu vends très bien. En tout cas, depuis là, nous sommes du coup le 19 octobre 2025 et nous n'avons pas eu de retour musical de Lana depuis. En tout cas, vous pouvez la suivre du coup sur Instagram si vous voulez continuer à voir ses activités et si ça vous intéresse. Nous allons du coup revenir sur pourquoi Lana, elle a flop et pourquoi en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant de haine. En 2019, et même bien avant ça, dans la K-pop, ils avaient déjà essayé de mettre en avant des personnes hors asiatiques. Déjà, juste en tant qu'asiatique, on avait déjà vu que les Thaïlandais, par exemple, n'étaient pas forcément hyper acceptés de la part du public, les Indonésiens, etc. C'est vrai que ce qui fonctionnait le plus, c'était être coréen. Quand tu étais japonais, ça passait, ça dépendait. Quand tu étais chinois, ça dépendait également, mais on va dire ce sont les seuls qui réussissaient à avoir une carrière et à avoir une certaine popularité en Corée du Sud. Comme dit, au fur et à mesure du temps, on a essayé de pousser des artistes hors coréen ou hors asiatique. Nous avions eu d'ailleurs le groupe The Gloss qui avait pour objectif, du coup, on avait une française dedans et on avait une américaine, enfin il y a vraiment ce mixte-là. À l'époque, on avait Rania qui avait une membre américaine et qui était du coup métisse, donc elle était afro-descendante. Ce qui étaient aussi des nouveautés dans la K-pop, mais c'est pas forcément eux qui ont marché, les étrangers n'ont pas forcément non plus poussé ces groupes-là, et en fait en 2019, entre 2018 et 2019, on essayait de plus en plus de pousser les occidentaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des groupes, il y avait eu un groupe de filles, je ne me rappelle plus du tout de leur nom malheureusement, et il y avait justement des blondes dedans et tout. Je parle pas de UHSN, je parle pas de ce groupe qui a été créé suite à un survival show et dont je connais le nom et je connais la chanson parce que j'ai adoré leur chanson. Voilà, je parle pas d'elle. Il y avait d'autres groupes où on a essayé de faire venir des occidentaux et à chaque fois c'était la même critique, la même rengaine. Les fans n'en voulaient pas. En fait, dès que tu n'étais pas asiatique, tu n'avais pas le droit, selon certains, d'être dans l'univers de la K-pop. Parce que pour certains, K-pop, c'est pour Corée. Sauf que, comme je l'ai dit, en fait, au fur et à mesure des années, on a eu de plus en plus de Japonais, de Chinois, de Thaïlandais. On a eu, assez rare, mais il y a eu des Vietnamiens. Il y a eu des Indonésiens aussi très rares, mais on a eu des Indonésiens et ça ne gênait pas. Mais en fait, le problème, c'est que tu n'étais pas asiatique, tu n'as rien à faire là. En tout cas, pour les fans occidentaux, je précise. Car les Coréens étaient moins fermés en réalité aux occidentaux. Je trouve qu'il y avait quand même un peu plus de critiques lorsqu'ils étaient chinois et japonais. Voire thaïlandais c'était pire, que les occidentaux. J'ai l'impression qu'ils étaient un peu plus acceptés parce que justement ça changeait, ils se disaient waouh, des personnes d'autres pays et d'autres continents aiment notre culture et ça impressionnait et ça faisait plaisir de voir qu'on aimait leur culture et qu'on voulait se donner à fond et vouloir l'intégrer. Et je pense que c'est ça qui faisait qu'ils étaient contents. Mais en Occident, ça passait pas du tout. Vraiment, vous alliez regarder tous les débats qui se faisaient. La K-pop, c'est pour les Coréens ou la K-pop, c'est pour les Asiatiques. C'est vraiment le truc qui revenait le plus. Alors, la Russie est quand même entre le continent asiatique, quand même. Mais du coup, c'est vrai que pour Lana, elle est arrivée en plein boom et du coup, en plein dans ce débat. Et en fait, l'agence n'a pas su gérer et n'a même pas voulu le gérer. Elle dira du coup dans l'interview que je vous cite depuis le début de cette vidéo, elle va expliquer qu'à un moment donné, elle serait allée voir la personne à la tête de l'agence pour lui dire, écoutez, il faut faire quelque chose.
parce qu'il y a un big bad buzz autour d'elle, parce qu'elle est d'origine russe. Et on va lui répondre « Ouais, mais un bad buzz, ça reste un buzz. » Ah! Sauf qu'ils n'ont pas su gérer ce bad buzz. Parce que si en réalité, ils avaient réussi à gérer leur bad buzz et à pousser Lana d'une certaine manière, je suis sûre qu'elle aurait pu aller beaucoup plus loin. Sauf que je pense que d'une, c'est pas une grosse agence, donc ils n'avaient pas forcément les moyens. Ils ne savaient pas initialement quoi faire de Lana. Ils n'avaient même pas d'idée musicale. Je rappelle qu'elle a débuté après un mois comme ça, là. Genre, la go, elle était là, elle lui a dit, dans un mois, tu débutes. Donc, ça prouve qu'il n'y a pas eu de réflexion artistique autour d'elle. Ils se sont dit, on la lance parce qu'elle est russe et ça va faire parler. C'est tout. Sauf que lorsque tu lances un artiste, il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Il faut qu'il y ait des personnes qui soient prêtes à travailler avec, qu'ils aient un staff qui parle anglais, parce que forcément, tu vas attirer beaucoup de personnes étrangères sur cet artiste-là. Donc, il faut que tu puisses savoir gérer au moins minima l'anglais. On te dit pas de parler espagnol, russe, etc. On te demande même pas tout ça. On te demande juste l'anglais parce que c'est un peu la langue universelle que tu vas retrouver surtout sur les commentaires. Sauf qu'on n'a pas le staff adéquat pour s'occuper des activités de Lana en termes d'anglais. On n'a pas non plus de staff qui savent quoi faire de manière créative avec Lana parce que certes, elle a des envies, elle a des idées, mais on l'écoute pas. Même si elle veut dire quelque chose, on va pas forcément l'écouter, on va dire tais-toi et suis nos directives. Et du coup, tout ça a fait que non seulement les gens détestaient Lana et pensaient qu'elle était hautaine, etc., mais en plus, le staff n'a pas su quoi faire, donc sa carrière a fini par couler et elle a vraiment perdu en popularité. Pour être tout à fait franche, à l'époque où je suivais Lana, parce que personnellement, moi j'aimais bien Take a Wheel, et j'ai bien aimé Make It Real. Je vous parle en toute honnêteté, moi j'ai aimé. Quand elle a été dans Produce Camp, j'étais en mode What are you doing here? Ayana, what are you doing here? J'ai pas compris, mais j'étais contente de voir Lana quand même. Et quand elle a sorti son titre en chinois, j'étais en mode oh. Du coup, maintenant elle est sur la scène chinoise, maintenant elle fait de la C-pop. Et après, elle est retournée en Corée, mais on n'en a plus du tout entendu parler parce qu'ils l'ont pas du tout poussée, ils l'ont pas promu. Et en fait, Lana, ils l'ont full abandonnée. L'agence ne voulait plus du tout investir parce qu'ils avaient pas de retour sur investissement. Et comme ils avaient pas de retour, ils se sont dit bon Lana, débrouille-toi en fait. Nous on met plus d'argent dans ça en fait. Là, tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Et franchement, c'est dommage parce que, comme dit, je trouve qu'elle avait vraiment réussi à développer une certaine image et vraiment un certain style de musique qui collait plutôt bien à sa voix. Mais ils n'ont pas voulu pousser. Ils n'ont pas voulu pousser alors que Tok Tok, franchement... Tok Tok. Bah oui, Tok Tok. Mais surtout, moi j'ai bien aimé... alors je vais dire tout, parce que... 222. En vrai, c'est pas compliqué à dire, mais en fait, à chaque fois, je le confonds 100 and 1000. Je sais pas pourquoi. Me posez pas la question, mais ça a toujours été mon problème en anglais. Genre, le 100 and 1000, I'm always like, wait, 100 is 1000? Oh, is 100 is 100. 100 c'est 100. Mais je sais pas pourquoi. Me posez pas la question. Moi, je ne sais pas. Mais bref, j'ai beaucoup aimé cette chanson. Mais je l'ai découvert en faisant mes recherches sur Lana parce que je me suis demandé, mais elle est devenue quoi, Lana? Parce que c'est vraiment ça, c'est de dire, mais Lana, qu'es-tu devenue? Et quand je suis tombée du coup sur son interview en 2024, mais que je suis tombée dessus, soit fin d'année dernière, soit début de cette année, je me suis dit, oh Lana, elle continue la musique et tout, trop bien. Mais bon, Wild Entertainment n'est pas non plus la meilleure agence. Parce que niveau promotion, Syracuse, est-ce que vous en avez entendu parler, à moins que vous suiviez les activités de Lana? Je ne pense pas. C'est pas non plus une agence qui est douée pour la promotion et je trouve que c'est le problème quand tu viens de petites agences, c'est que ils n'ont pas forcément les moyens. Et je trouve que même en n'ayant pas les moyens, ils ont du mal à faire des choses pour vraiment intéresser les gens sur leurs artistes et c'est dommage. Genre, ils sont là pour les soutenir parce que Lana, elle a bien dit, elle a bien signé parce qu'elle a eu une longue conversation avec eux et ils rentraient dans ses critères. Il n'empêche que en termes de promotion, ça pêche énormément. Je vous assure, elle aurait été bien promue. Ils auraient travaillé sur ses débuts réellement et sur l'univers artistique qui pourrait aller à Lana. Alors bien entendu, ça peut évoluer parce que tu vois que ça marche pas forcément avec le public. Tu essaies de faire évoluer l'univers artistique de l'artiste, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est vraiment, on sait pas quoi faire de Lana. Elle est russe, regardez, elle est russe. Sauf que les étrangers, c'était en plein débat. Je vous assure, c'était vraiment le débat du « on veut pas de blond, on veut pas de noir ». Franchement, laissez la K-pop pour les Asiatiques. Je vous assure que c'était le sujet. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins parce que justement, le temps et l'eau a coulé sous les ponts. Et on a de plus en plus de groupes également qui ont été faits pour l'Occident. Et le fait que justement, les agences de K-pop elles-mêmes poussent vers la pop et en utilisant l'univers K-pop et en ayant des artistes du coup étrangers, ça change aussi le regard des gens. Et ils se disent,
ah bah maintenant, avoir peut-être un occidentaux, ça gênerait un peu moins. Je dis pas que ça gênerait pas du tout. Mais là, le fait que ce soit quand même tourné vers l'international, ça plaît bien plus. Et les gens sont beaucoup plus dans l'accueil, se dire, ouais, en vrai, pourquoi pas? Ouais, en vrai, why not? Même s'il y a toujours cette espèce de barrière assez fine entre K-pop et pop, parce que bah, forcément, bah, pour Katseye, à chaque fois, il y a ce débat du est-ce que Katseye c'est de la K-pop? Est-ce que Katseye c'est de la pop? Il y a tout le temps ce débat-là, parce que Katseye sont sous une agence de K-pop, mais la version américaine, on rappelle, elles sont sur Hybe America et non pas Hybe Korea, elles sont sur Hybe America et elles ont pour viser la pop et donc la visée occidentale, même si la K-pop, elle, c'est tout. Principalement, le market, en fait, ça va être les Coréens. Mais Katseye, le market, ça va être l'étranger. Pareil pour, par exemple, Vicha, pareil pour Diralis. Initialement, le marketing est fait pour l'étranger. Mais forcément, les fans qui s'intéressent à ces groupes-là, ce sont des fans de K-pop. Donc, on va les voir également venir dans des shows télé coréens pour pouvoir faire la promotion de leurs titres. Mais pas que. Parce que bah, Katseye marche également à l'international, par exemple. Donc, bon. En tout cas, c'est une vision qui évolue au fur et à mesure du temps et il faut remercier Lana et tous les autres artistes qui ont essayé d'entrer dans justement l'univers K-pop et de montrer que c'est pas impossible. Mais si tu as une très bonne agence derrière qui te soutient, qui sait quoi faire de toi et qui est vraiment là dans ton bac, honnêtement, je suis sûre qu'il y a des artistes qui pourraient réussir. Je dis pas qu'ils vont être les prochains IU, je dis pas qu'ils vont être les prochains BTS ou whatever, c'est pas ce que je dis, mais ça marcherait peut-être bien mieux et ils seraient mieux accueillis, en toute honnêteté. Mais Lana, elle est vraiment arrivée dans un climat assez tendu dans la K-pop, dans un climat où il y avait vraiment ce débat de pas d'étrangers du tout dans la K-pop, enfin du tout. Pas d'étrangers occidentaux, on le reprécise, dans la K-pop. On était en plein débat il y avait justement l'explosion du terme coréabou parce qu'il y avait de plus en plus de personnes qui étaient amoureux de la Corée et qui voulaient devenir coréens. Et du coup, Lana, elle arrivait exactement à ce moment-là. Et ça n'a pas aidé. Ça n'a pas du tout aidé sa carrière et au contraire, ça l'a fait plonger. C'est bien dommage parce qu'en plus, elle a l'air adorable. Est-ce que je dis ça parce qu'elle est née le même mois que moi et la même année? Il y a des chances. Bref, en tout cas, personnellement, j'étais très contente de voir Lana débuter. Je suis un peu triste de comment sa carrière, elle a poursuivi. Il n'empêche que ça reste une personne passionnée et elle est encore là. Elle essaye de tout son cœur parce que c'est ce qu'elle veut en fait. Le succès, c'est pas grave. En réalité, elle s'en fiche. Elle, ce qu'elle veut, c'est faire de la musique, faire sa petite marque. Et elle est là. Et elle vit sa vie posément. Bref, en tout cas, est-ce que vous connaissiez Lana pour peut-être les nouveaux dans la K-pop? Si vous la connaissiez, est-ce que vous saviez qu'elle avait fait autant de chansons? Est-ce que vous connaissiez toute l'histoire autour d'elle? Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Et écoutez, je sais pas c'est quoi la prochaine vidéo. Logiquement, des reviews, mais bon, vu que je ne suis absolument pas avancée dessus, voilà. Je sais d'ailleurs pas non plus ce sera quoi le prochain Soshi Time parce que j'ai tellement d'idées. J'ai trop d'idées. Il y a trop de gens là dont j'ai envie de vous parler. C'est compliqué. En fait, il y a trop d'artistes. Mais je vais faire de mon mieux. Voilà. Bref, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. C'était Audrey. Salut. Welcome.